Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Cette semaine, je vous propose de redonner du sens au voyage. Voyager de manière éthique et philanthropique, c'est la mission de Voyage Solidaire, la société de Michel Naon. Michel va vous partager comment, en voyageant, vous allez pouvoir faire un geste pour l'association de votre choix, mais aussi comment vous allez pouvoir partir à la découverte de la culture et des spécificités locales. Voyage solidaire, c'est l'idée de participer à un cercle vertueux autour de vos destinations préférées. En plus d'aider à développer une économie positive, vous avez la chance de réellement vous immerger dans la vie du pays grâce aux guides locaux. Vous allez découvrir comment Michel, un expert des voyages, a décidé, avec d'autres associés, de se lancer dans une telle initiative entrepreneuriale. Vous comprendrez également pourquoi il a décidé de faire en sorte qu'un voyage soit couplé avec un don à une association de votre choix. Allez, bouclez vos ceintures, on part dans un voyage éthique et philanthropique. On s'est dit, ah oui, il y a un lien entre ce que nous on propose sur Allez Vas-y avec les associations et la manière de voyager. Donc j'ai décidé de recevoir Michel sur le podcast. Bonjour Michel. Bonjour, merci de m'accueillir et merci de mettre en valeur les propositions que nous faisons et en espérant que ça va séduire un maximum de personnes. Je l'espère également parce qu'il y a une vraie belle cause derrière. Mais avant de parler de cette belle cause, moi ce que j'aimerais c'est que tu puisses nous parler un peu de ton parcours, ce qui t'a amené à... et on le révélera après, à proposer quelque chose de très original dans la manière de voyager. En fait, ça a commencé il y a quelques années avec une carrière dans le domaine du voyage où j'ai assuré des rôles de production, de distribution, aussi bien dans la partie tour operating que dans la partie distribution agence de voyage. Donc, qui consistait à créer des voyages, à rencontrer des partenaires sur place et voir de quelle manière les gens pouvaient profiter au mieux des différents pays qu'ils voyaient. C'était une époque où on voyageait pour le bonheur et pour le plaisir de voyager. Quelques temps se sont passés et on s'est rendu compte que le voyage avait pris une tournure de plus en plus industrielle. On parlait beaucoup de mass market, ce qui signifie donc que plus il y a de personnes et plus les tour opérateurs peuvent prendre des allotements importants, s'engager sur des chaînes de charter. Et malheureusement, ça amène deux choses. D'une part, une industrialisation du marché, donc ce qui, d'une certaine manière, déshumanise un petit peu la relation qui peut exister entre la personne qui voyage et le pays qui l'accueille, voire même, dans certains cas, créer de véritables ghettos où le touriste n'est plus du tout en relation avec ce qui se passe, mais enfermé dans un cocon un petit peu particulier qui n'a finalement plus rien à voir avec la destination. En même temps, on s'est rendu compte que de la même manière que dans l'alimentation, dans la partie vestimentaire, dans tout ce qui touchait à la mobilité, il y avait une prise de conscience qui se faisait. On ne peut plus continuer à manger comme avant, on ne peut plus continuer à s'habiller comme avant. Il faut faire attention d'où viennent les produits, comment c'est fabriqué, comment c'est exploité, comment c'est distribué. Même chose sur la mobilité. Est-ce que finalement je ne suis pas en train de polluer? Est-ce que je n'ai pas un rôle à jouer dans la planète à mon niveau personnel, mais également pour les gens qui m'entourent? Est-ce que je vais vivre pour ce que je vis aujourd'hui, moi, ou est-ce que je vais vivre pour ce que nous allons laisser demain? Ce sont des choses qui ont énormément compté dans un certain nombre de domaines. Et malheureusement, on s'est rendu compte que dans le domaine du voyage, ça n'avait pas suivi. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte que pendant une dizaine d'années, j'ai accompagné des tour opérateurs et des agences de voyage dans justement la digitalisation de leur process, avec donc bien évidemment l'avènement d'Internet que nous avons suivi. Et là, ça a été beaucoup plus qu'une révélation, ça a été la preuve que finalement, on était en train de se diriger vers quelque chose qui allait probablement à l'encontre de l'intérêt même du voyage, qui symbolise de toute façon tout ce qui touche à la rencontre, tout ce qui touche au contact, tout ce qui touche à la connaissance des uns des autres, et non pas favoriser l'isolement et surtout, parfois dans certains cas, développer alors pas parler de haine du tourisme, mais les gens comprennent mal. Typiquement, des endroits comme Barcelone, par exemple, qui a purement et simplement mis au banc tout ce qui touchait au Airbnb, où on reproche à certains quartiers de n'être plus occupés que par des touristes, ce qui pose des problèmes énormes par rapport à l'activité. Et puis dans d'autres endroits où finalement la destination présente une vision malheureusement faussée
parce que dans certains endroits, on peut faire des choses, dans d'autres, on ne peut pas les faire. Et ça posait des problèmes. Avec un certain nombre de partenaires, on a réagi, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement rendre la chose différente. Et l'idée a été de créer une nouvelle forme de distribution, de production de voyages. Donc, c'est un site web qui s'appelle Solidaire et qui avait pour vocation justement de remettre le voyage solidaire à sa place, c'est-à-dire de permettre à toute personne qui voyage, quelle que soit sa destination, de pouvoir faire œuvre d'action caritative et de donner à une association caritative, celle de son choix. Ça a pris du temps parce qu'il a fallu d'abord convaincre des partenaires. Alors, on appelle ça des réceptifs. Ce sont des agences de voyage locales qui, justement, accueillent et qui, en majorité, travaillent avec des tours opérateurs. Elles sont simplement des sous-traitants pour des tours opérateurs qui sont des donneurs d'ordre. Et malheureusement, la tendance étant ce qu'elle était, ils avaient un petit peu tendance à les amener vers des solutions le moins cher possible, avec des engagements de plus en plus importants, jusqu'au printemps arabe en 2011, où ça a effectivement posé des problèmes. Cette industrialisation a provoqué la chute d'un certain nombre de tours opérateurs, et principalement des tours opérateurs qui avaient des visions très, très industrielles. Et ça nous a amené justement à réfléchir à la possibilité de rendre le voyage beaucoup plus humain, beaucoup plus ouvert, avec une relation directe, et c'est un des points les plus importants, la relation directe entre le client et le partenaire local. Le partenaire local, c'est donc une agence de voyage, mais au sein de cette agence de voyage, il y a des gens qui habitent, qui vivent en permanence dans cette destination et qui ne supportent pas ou ne supportent plus que leur pays soit de cette manière galvaudé, rendu avec un prix d'appel et qu'il n'y ait rien derrière. Raison pour laquelle ils ont adhéré à notre projet. On a créé la première coopérative de producteurs dans le domaine du voyage, où en fait tous les producteurs sont exclusifs sur leur destination. Ils accompagnent en fait les clients depuis la première demande, c'est-à-dire qu'est-ce que je pourrais bien faire. Offre également des produits packagés, c'est-à-dire dans lesquels il peut y avoir un circuit, un itinéraire, des repas, des guides, des excursions. Mais également ont la possibilité de renseigner le client à partir d'une page blanche. Voilà, j'ai envie de partir 15 jours au Maroc, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et dans la mesure où il y a une relation directe entre le client et le producteur, encore une fois, n'a aucun intérêt à détruire ni son pays et encore moins son activité professionnelle. Il va essayer d'emmener le client vers des solutions qui lui conviennent, parfois corriger les demandes originales du client. Vous savez, monsieur, pour faire 200 km dans le désert, ce n'est pas 2 heures, c'est 4 heures. Donc, il va falloir qu'on modifie un petit peu votre programme, qu'on l'accompagne. Et puis, vous savez, si j'avais un conseil à vous donner, c'est qu'entre là et là, en faisant un simple détour de 30 km, il y a un endroit absolument magnifique où très peu de personnes vont. Vous allez voir quelque chose de totalement différent, qui est authentique. Qui va enrichir votre voyage. C'est peut-être pas la photo qu'on va retrouver sur tous les réseaux sociaux, mais au moins vous aurez un souvenir impérissable de votre voyage. Et puis cet hôtel, j'aurais plutôt tendance à vous le déconseiller parce que vous me dites que vous êtes un couple âgé, il serait presque plus logique d'aller dans cet endroit. Vous aurez des boutiques à proximité, vous aurez tout ce que vous voulez, alors que l'hôtel que vous aviez choisi est complètement de l'autre côté de la ville. Et très honnêtement, même si effectivement le prix semble plus intéressant, vous allez probablement sur place vous rendre compte que vous n'avez pas fait le bon choix parce que vous êtes parti sur un prix d'appel et pas forcément sur un conseil. C'est, je dirais, le fondement de ce que nous avons voulu faire, c'est-à-dire mettre cette relation directe dans le cadre d'une coopérative qui donc assure un certain nombre de critères de choix au niveau des sélections de produits, au niveau des offres, faire en sorte que chacun de nos producteurs locaux, comme un producteur dans n'importe quel autre domaine d'activité, se sente concerné parce qu'il appartient à une coopérative, il y consacre son énergie. Il est en même temps redevable par rapport à l'ensemble des autres coopérateurs et donc se sent directement concerné par ce qu'il fait. Il n'y a plus seulement cette relation de sous-traitant par rapport à un donneur d'ordre qui finalement en peut subir les conséquences. Et puis, il y a surtout cette volonté d'éliminer toute rupture de charge. Ce qu'on appelle la rupture de charge, c'est quand il y a une multi-intermédiation, quand il y a 3 à 4 interlocuteurs qui, au fur et à mesure, se passent le dossier et le traitent l'un après l'autre, malheureusement, quand il se passe quelque chose, on ne sait plus trop entre le deuxième et le cinquième quel est celui qui a fauté. Et malheureusement, le cinquième, c'est toujours le producteur local, c'est-à-dire celui qui a pour vocation d'accompagner le client, de s'assurer que tout son voyage
va bien se passer, c'est lui qui ramasse les pots cassés. Il ne sait plus comment les choses se sont établies au fur et à mesure. Et bien évidemment, si tout se passe bien dans un sens, ça se passe souvent mal dans l'autre, c'est-à-dire que tout le monde lève les mains et va dire c'est à cause de l'un et à cause de l'autre. Et en général, c'est là que les problèmes commencent. Le partenaire réceptif étant le seul à avoir interagi avec le client de A à Z, c'est-à-dire depuis la proposition jusqu'au conseil, à l'accompagnement, à l'accueil, à l'accompagnement également pendant le voyage, si à la moindre difficulté, il n'y a qu'une seule société qui est responsable, et c'est lui qui va faire en sorte que justement tout se passe pour le mieux. Un hôtel a été mal proposé, mal conseillé, il n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures pour savoir qu'à un moment ou à un autre, c'est de sa responsabilité d'avoir fait ou ce choix ou que l'hôtel n'a pas rempli les conditions du contrat qui étaient préalablement établies. Et donc, il va faire en sorte que le client soit sur place, renseigné, dépanné le cas échéant et faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Alors une question, avant de continuer à avancer sur la manière dont Solidaire propose de faire des voyages, cette création d'entreprise, tu l'as fait seul, tu as travaillé avec des associés, il y a eu des levées de fonds. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est créé au démarrage? Alors, au démarrage, c'est parti sur une idée qui était purement associative, c'est-à-dire regrouper des partenaires réceptifs, donc c'est sa fameuse agence de voyage producteur, et réfléchir ensemble sur quelles sont finalement les difficultés, pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, le voyage n'a pas suivi la même logique entre cette prise de conscience et l'acte d'achat. Pourquoi est-ce que l'acte d'achat ne s'est pas concrétisé de la même manière que finalement dans l'alimentation et les autres domaines? Et on s'est interrogé et on s'est rendu compte que tout ce qui était jusqu'alors attaché à la proposition de voyage solidaire était, alors je ne généralise pas, hein, mais très souvent, c'était des pays qui étaient en voie de développement touristique, souvent des offres alternatives, mais malheureusement dans lesquelles les transports aériens notamment n'étaient pas aussi fréquents, dans lesquels les prestations hôtelières et les infrastructures hôtelières ou de transport ne répondaient pas forcément à tout ce qui était attendu. L'intérêt touristique était souvent moindre par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme étant un top 10 ou un top 20 des destinations touristiques plébiscitées par les uns et les autres. Et puis, malheureusement aussi, des endroits où on ne va pas forcément partir en famille, pas forcément des endroits où le coût est probablement similaire à ce qu'on pourrait trouver dans d'autres destinations. Et on s'est rendu compte que ça posait effectivement des problèmes parce que entre l'envie et la concrétisation, il y avait des difficultés. L'idée a été de considérer que dans tout pays du monde, il est parfaitement possible de faire un voyage classique, ce qu'on appelle encore une fois le mass market, mais également à quelques kilomètres de l'autre côté du pays, il y a encore des endroits où on peut trouver de l'authentique. On a toujours tendance à oublier que dans certains pays, 95% de ce qu'on pourrait appeler la faune touristique, c'est-à-dire les gens qui voyagent, vont se regrouper sur à peine 5% d'un territoire. Et heureusement ou malheureusement, il suffit parfois de faire quelques kilomètres pour se rendre compte que le pays est totalement différent et qu'on peut avoir une vision totalement différente. Le but n'est pas de se concentrer uniquement sur cette vision différente, c'est de dire, voilà, vous disposez d'une quinzaine de jours pour passer vos vacances au Maroc, pour passer vos vacances en Tunisie, pour passer vos vacances en Thaïlande. Il ne s'agit pas de vous empêcher de profiter, comme tout un chacun, des attraits de la mer, des animations, des principaux musées, monuments, attractions, beauté naturelle, mais en même temps, laissez-nous vous montrer quelque chose qui pourrait être différent. En tout état de cause, on n'oublie jamais que c'est le client qui a le choix. Ce ne sont pas nos vacances, ce sont les siennes. Ce que nous avons voulu faire, c'était au contraire ouvrir au maximum la gamme des destinations qui sont proposées, raison pour laquelle nous avons 85 destinations. 85 destinations qu'on peut visiter de manière totalement différente, soit de façon classique, soit de façon alternative, ou encore mieux, hybride. Rien n'empêche de passer une semaine parce qu'on a, je dirais, de temps en temps besoin de faire souffler un petit peu la machine, de se reposer pendant une semaine au bord d'une plage et profiter du beau temps, de tout ce qui peut exister dans le pays, parce que bien évidemment, ce sont souvent des destinations où le voyageur est
gâter, quitte à lui montrer encore une fois une vision un petit peu déformée de la réalité, mais rien ne l'empêche ensuite, pendant une semaine, d'aller à la rencontre des gens, de rencontrer différentes personnes. Pendant la première semaine, profiter des expériences des uns et des autres. Tiens, il faudrait passer par ci, il faudrait passer par là. Et puis, pendant la deuxième semaine, donner une nouvelle dimension à son voyage pour en profiter complètement. Ok. Et donc le sens de cette création, alors ça Ah, reste une entreprise ou une association? Quelle est Alors, la vraie forme? alors aujourd'hui, c'est une Mhm. entreprise coopérative, c'est même la première coopérative de producteurs dans le domaine du voyage. Les 85 destinations sont gérées par une vingtaine d'entreprises qui ont toutes pris départ dans cette coopérative. Alors, certaines destinations, et j'étais tout à l'heure avec le directeur de l'antenne africaine, couvrent une quinzaine de pays à lui tout seul, puisqu'il couvre à la fois toute l'Afrique australe, donc Afrique du Sud et puis les pays qui sont au nord de l'Afrique du Sud. Le Sénégal est globalement, on pouvait appeler précédemment l'Afrique occidentale française, donc l'Afrique de l'Ouest, pour parler clairement, et puis un troisième pôle sur l'Afrique équatoriale, donc tout ce qui est Kenya, Tanzanie, Éthiopie, Rwanda, Zambie et autres. Donc à lui tout seul, il couvre pratiquement une quinzaine de pays en Afrique. Il a bien évidemment des équipes sur place qui sont capables, encore une fois, de proposer l'un et l'autre. Le, L'ensemble est géré par une entreprise dans laquelle nous avons des actionnaires, des partenaires. C'est une toute petite entreprise, hein. On a un capital de 50 000 euros qui est détenu par 6 personnes qui ont tous une spécificité. Philippe est patron d'un réseau d'agences de voyage. Ali est partenaire de notre société et il est également le patron d'une société informatique qui nous a donc développer le site web. Alex est l'ancien directeur commercial d'un grand tour opérateur et donc connaît bien le monde du tour operating. Irène était directrice de production dans plusieurs sociétés importantes dans le domaine du voyage. Et Valérie est économiste, spécialiste de tout ce qui touche à l'environnement financier et au mouvement je dirais, financier entre les différentes entreprises. Et notamment, ça nous a apporté énormément, comme vous pouvez l'imaginer, sur la partie caritative que nous n'oublierons pas de développer, bien évidemment. Bien sûr. Et donc ça veut dire que là, vous êtes une vraie équipe, une vraie équipe. C'est toujours difficile à développer, hein, on le sait, et notamment moi pour avoir les mains dans le management. Comment on arrive à se coordonner à 6? Alors même si des associés, des fois on met des parts et puis on reste un petit peu en retrait, mais peut-être que là justement, vous avez des associés qui sont, enfin tu as des associés qui sont acteurs, je dirais peut-être. Alors oui, on va dire que Ali, qui est en charge de toute la partie informatique, et alors lui, il est plus qu'acteur, c'est la poutre du système, et on lui en demande beaucoup, bien évidemment, parce qu'il faut sans arrêt apporter de nouvelles évolutions et répondre aux besoins des uns et des autres. Mais il faut dire qu'on a un ciment qui est exceptionnel, Flore, avec laquelle tu as eu l'occasion de t'entretenir, qui est capable de gérer tout un ensemble de choses, à la fois au niveau de la production, au niveau du développement des réseaux sociaux, qui est en relation avec Philippe, avec Alex pour tout un ensemble de choses, et qui fait en sorte que tout cet orchestre joue ensemble la même symphonie et à l'unisson, bien évidemment. Et j'en profite pour lui faire un petit coucou. Elle est actuellement en vacances et probablement aussi en repérage au Pérou. Et voilà, je sais qu'elle pense à nous. Je la connais suffisamment impliquée dans ce qu'elle fait pour avoir une petite alerte sur son téléphone pour lui rappeler que la conférence entre nous et l'enregistrement du podcast devait avoir lieu maintenant. Eh ben, donc on la salue, même si d'ici là elle sera revenue et elle aura pu te donner des superbes destinations. Donc une fois que vous avez créé cet environnement, enfin, comment on arrive à coordonner? Je suppose que le passé et le parcours des uns et des autres aident à créer ce réseau, mais comment on va approcher les bonnes personnes? Parce qu'on sait que aussi, quand on va dans une destination locale, il peut y avoir aussi des personnes qui cherchent à aller prendre l'argent là où il est. Donc vous avez dû vous sécuriser là-dessus, je suppose. Alors, oui, encore une fois, j'ai quand même quelques années d'expérience dans le voyage, au cours duquel j'ai eu
au cours desquels j'ai eu l'occasion de travailler avec tous ces différents partenaires. Je sais quelles sont leurs qualités, je sais qu'ils ont entre autres, la capacité à fournir aussi bien des prestations du type packagé, hein, celles qu'on peut trouver dans tous les catalogues, mais également être en mesure de répondre et de manière tout à fait précise, juste, aux différentes attentes de clients qui voudraient faire un voyage beaucoup plus authentique, beaucoup plus original, créer des rencontres. Je dirais même que dans certains cas, ça a servi de révélateur, notamment en Afrique du Sud, en Afrique et principalement au Sénégal, mais également en Amérique latine, où ce sont directement les collaborateurs de ces entreprises qui se sont dit, mais oui, ça fait des années qu'on a envie de mettre en relation tel endroit ou telle communauté avec des propositions de voyage, mais malheureusement, c'est systématiquement refusé par, encore une fois, le tourisme classique. C'est l'occasion justement pour nous de révéler cet aspect de notre métier, apporter cette véritable valeur ajoutée, non seulement une valeur ajoutée humaine, mais également une valeur ajoutée pour le client qui va pouvoir rencontrer des gens différents, qui va pouvoir échanger, partager. Et ça a été pour eux un véritable enchantement. Donc la motivation s'est créée au fur et à mesure. Dans certains cas, et notamment nos partenaires en Asie, ils étaient déjà directement, eux, impliqués par l'intermédiaire de fondations, par l'intermédiaire de relations. Ils avaient déjà mis en place cette logique de voyage sur mesure, cette logique de voyage authentique, avec une très forte implication sur tout ce qui touche à la responsabilité, qu'elle soit sociale, entrepreneuriale ou, et c'est le cas, environnemental, mais également avec un véritable aspect humain qu'ils ont eu la possibilité de commercialiser dans le cadre de cette coopérative. Et j'avoue on en est très, très, très content. Et donc, pour peut-être expliquer aussi aux gens, l'idée, c'est que ce que tu as expliqué depuis tout à l'heure, mais on va le synthétiser de cette manière, c'est de redonner un peu du sens au voyage. Et en redonnant du sens au voyage, c'est-à-dire au lieu d'aller dans une zone touristique, on va dans un pays. En faisant ça, il y a aussi une forme d'économie circulaire qui se fait, puisque on fait travailler des personnes, non plus de manière automatisée et un peu soumise, mais on fait en sorte de créer des vraies relations avec les gens et les personnes en local accompagnent le voyageur et lui font découvrir réellement la destination. Absolument. Alors, c'est vrai qu'il y a certains endroits, certaines communautés, par exemple, où il vaut mieux arriver avec un guide, un chauffeur, et puis le petit groupe qui est présent et qui serait difficilement compatible avec un arrivée de 3 autocars, parce que c'est pas possible d'échanger quand il y a 150 personnes qui en rencontrent 4. Mais globalement, c'est dans cette idée que nous avons voulu faire les choses, et c'est la raison pour laquelle je crois que l'hybridation du tourisme est probablement l'une des solutions. Encore une fois, on n'oublie jamais que quelqu'un qui part en voyage part aussi un moment en vacances, mais ce que nous avons voulu, c'était associer à cette logique de but une nouvelle forme de but, faire en sorte que le voyage soit un moyen et que le véritable but soit, en donnant un sens à son voyage, de contribuer financièrement au développement d'une association caritative, répondre à des besoins qui sont de plus en plus importants malheureusement. Et c'est vrai que le principe de la coopérative et donc le circuit court que nous avons mis en place permet justement de convertir les coûts traditionnels de distribution, les coûts traditionnels de production. On édite des milliers et des milliers de brochures, on rémunère bien évidemment des réseaux de distribution, c'est normal, ils font leur métier, mais en même temps, plutôt que d'arriver à un circuit court qui permette d'être simplement un circuit court pour le nom, non seulement ça nous permet de mieux rémunérer les producteurs, mais également et surtout de réserver une partie à l'action caritative. L'action caritative. Et c'est ça justement moi qui m'a vraiment incité à te passer le micro parce que au-delà et c'est déjà une chose qui aurait fait que je t'aurais passé le micro, le fait de recréer du voyage on va dire vertueux. Moi ce que je trouve génial c'est qu'en plus de créer ça, quand on voyage avec toi et avec ta société solidaire, on est dans l'idée de faire un don. Et
Quand on va sur le site internet, quand on veut choisir une destination, on voit tout de suite la somme d'argent qui est prévue pour reverser à une association. Et ça, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as mis ça en place? Bien sûr, en fait, on est parti du premier postulat, c'est que bien souvent, ce qui était associé à la forme de voyage solidaire répondait en règle générale à une proposition qui disait, à peu de choses près, une certaine partie du montant de votre voyage sera reversée à des associations locales. Et là, on s'est interrogé sur cette fameuse équation qui avait trois inconnues. La première, c'était une certaine partie, combien, sera reversée quand et à des associations locales, mais bon sang, que font-elles? Et on s'est dit finalement, pourquoi on est capable de choisir ses vacances par rapport à un lieu, par rapport à une envie, et pourquoi on n'aurait pas la possibilité de reverser à une association locale qui vous tient à cœur. Soit parce qu'elle est au bout du monde et on connaît les problèmes qu'elle peut rencontrer, mais elle peut être également à deux pas de chez vous, elle peut toucher quelqu'un de votre famille, et c'est la raison pour laquelle nous avons, au regard de ces 85 destinations, proposé aujourd'hui 35 associations caritatives qui justement œuvrent systématiquement dans les 5 principaux domaines des objectifs de développement durable des Nations Unies, qui doivent toucher systématiquement la culture, le patrimoine, qui doivent toucher l'éducation, l'enfance, qui doivent toucher la recherche, la médecine, la santé, qui doivent toucher l'environnement, donc tout ce qui touche à la protection de la planète, bien évidemment, la protection de la faune, la protection de la flore, et enfin, tout ce qui doit toucher à la solidarité, aux droits humains, à l'accompagnement et autres. Et toutes ces associations, on leur fait une proposition extrêmement simple, c'est de mettre en place ce partenariat avec nous. J'insiste sur un point, ça ne coûte strictement rien aux associations. Elles n'ont pas d'engagement, elles n'ont pas de coûts initiaux, ni de coûts, ni de commissions qui sont prises ou quoi que ce soit. Et en fait, comme je vous l'ai expliqué, nous convertissons les coûts traditionnels de production en un don aux associations. Quel que soit le prix de nos voyages, il y a systématiquement 10% de ce montant qui est reversé à l'association caritative du choix du client. C'est lui qui va choisir à quelle association il va donner. Si j'avais un pouvoir divin, je dirais aux personnes, allez à tel endroit et donnez à telle association. Je n'ai pas ce pouvoir et j'ai vraiment envie qu'aujourd'hui, plus personne ne dise, j'aurais bien voulu faire un voyage solidaire, mais je n'ai pas trouvé la proposition qui me convenait. Là, nous offrons à la fois le choix des destinations et le choix des associations et donc des causes que chaque client a envie de donner. C'est sa priorité, c'est son envie. Le tout est de donner le choix. Et donc, si je suis une association, est-ce qu'il doit y avoir des critères particuliers si je suis une association et que j'ai envie de devenir partenaire de Solidaire? Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Est-ce que c'est vous qui choisissez les associations? Vous les rencontrez? Comment ça se passe? Alors, la première donnée, c'est que l'association, idéalement, doit être en mesure d'être soit reconnue d'utilité publique, soit déclarée d'intérêt général. D'une certaine manière, ce n'est plus nous qui faisons les sélections, mais Bercy, c'est-à-dire que l'association prouve d'une certaine manière que sa gestion est saine, que ses fondements et les valeurs qu'elle défend sont saines, et puis que, bien évidemment, elle est capable de publier, soit par l'intermédiaire d'un rapport, soit par l'intermédiaire de différentes informations, qu'elle a une véritable utilité ou qu'elle a un intérêt général. Ça, c'est, je dirais, la première chose. La deuxième, c'est qu'on lui demande d'avoir une logique de fundraising un petit peu développée, c'est-à-dire ne pas se limiter uniquement à dire ben voilà, on est partenaire, mais également considérer qu'aujourd'hui, elle dispose d'un certain nombre de contacts, que ce soit les membres de l'association, les donateurs, les familles qui y sont attachées, les partenaires, les entreprises qui y sont attachés, et faire en sorte qu'ils fassent comprendre qu'ils ont des projets, qu'ils ont des causes, qu'ils ont des points à régler, qu'il faut pour pouvoir lutter contre tel problème, pour pouvoir faciliter telle et telle recherche, notamment dans le domaine médical, il faut des moyens. Les moyens aujourd'hui, bien souvent, les associations font appel aux dons. Et on s'est dit finalement, il y a d'autres moyens pour une association de se faire connaître et surtout, il y a d'autres moyens de sensibiliser un petit peu les gens. Et parmi ces moyens, il y a ce qu'on appelle l'achat participatif.
L'achat participatif, c'est quand on achète des cartes de vœux de l'UNICEF, quand on achète le sac à sapin de handicap international, on contribue d'une certaine manière. On a voulu rendre les choses encore plus simples et plus transparentes pour tout le monde. Quand vous faites un achat participatif, bien souvent, vous ne savez pas quelle est la partie qui va être restituée à l'association caritative. D'une certaine manière, c'est pris sur la marge. Dans notre cas, c'est beaucoup plus simple. Le client, lorsqu'il va voyager avec nous, va d'abord payer les 10% à l'organisation caritative de son choix. Et ça va être un paiement direct à l'association caritative. Donc, le client et l'association savent exactement comment les choses se sont passées. Il n'y a plus aucun intermédiaire dans cette partie, ce qui nous permet de transformer cette logique de don, cette logique de contribution, cette logique de caritatif. Ça devient le but. Le but du voyage, c'est justement de venir en aide à une association qui vous tient à cœur. Et puis, le moyen, c'est de voyager. Et quand on peut voyager en même temps, on donne un sens à son voyage. Et encore une fois, on peut faire un voyage solidaire, quelle que soit la forme de voyage, quelle que soit l'association qui est soutenue. Nous, ce que nous voulons, c'est simple, c'est que plus personne aujourd'hui puisse se plaindre auprès de son entourage. Qu'est-ce que j'aurais voulu faire un voyage solidaire, mais quel dommage que je n'ai pas trouvé quelque chose qui convienne à mes attentes. Là, aujourd'hui, entre le nombre de destinations que nous avons et qui continue à croître, et le nombre d'associations que nous proposons et qui continue à croître également, on est capable de répondre à l'un et à l'autre. Ok, donc si je suis une association reconnue d'intérêt public et que j'écoute ce podcast et que j'ai envie de rentrer dans cette grande famille, entre guillemets, du voyage solidaire, les gens pourront te contacter directement et puis ensuite, il y a une mise en relation, je suppose, ou une officialisation, enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Il y a un partenariat qui est extrêmement simple, dans lequel nous nous engageons, bien évidemment, par des flux financiers qui sont d'une éthique et d'une transparence absolue, à aider l'association. Flore, qui est en charge de toute la partie réseaux sociaux, fait en sorte de relayer systématiquement les actions de l'association en question, que ce soit dans le cadre du voyage, mais même également s'ils ont des événements, des choses comme ça, faire en sorte qu'on en parle le maximum. Je crois que le principe d'une association, c'est de faire savoir à tout le monde qu'il y a des projets à soutenir. Et une association qui n'a pas de projet, qui n'a pas de cause à défendre, et finalement, son rôle devient presque une interrogation pour tout le monde. Donc, plus elle communique sur ses besoins, plus elle communique sur les causes qu'elle a à défendre, et plus, d'une certaine manière, elle apporte quelque chose et elle se valorise d'une certaine manière. Donc, on est très content de le faire et on a surtout la chance d'avoir des associations qui ont des causes extrêmement nobles, encore une fois, dans tous les différents domaines que j'ai l'occasion d'expliquer et qui sont des incontournables, je dirais, de la solidarité aujourd'hui. On ne peut plus vivre, on ne peut plus voyager comme on a voyagé pendant des années sans se soucier de ce qui se passait autour de nous ou sans être impliqué dans ce qui se passe à deux pas de chez nous, qui peut encore une fois toucher quelqu'un, nos proches, notre famille, nos voisins, les gens qu'on croise dans la rue. Il faut qu'on ait une vision un petit peu différente de notre mode de consommation aujourd'hui. Et je vais faire une petite mise en lumière parce que j'ai vu, si je ne me trompe pas, et n'hésite pas à m'arrêter si je me trompe, mais que dans le contexte actuel, alors au moment où on enregistre, malheureusement, il y a toujours des problématiques, puisqu'on ne peut pas dire guerre, en Ukraine. Un conflit, effectivement. Je cherchais le mot, merci de m'avoir soufflé le mot. Et j'ai vu que, si je ne me trompe pas, soit une association partenaire, soit solidaire, vous avez agi pour envoyer certaines aides en Ukraine? Bien sûr, il y a, encore une fois, on est sur une logique un petit peu transverse, que ce soit dans le domaine de la médecine, que ce soit dans le domaine de l'enfance, que ce soit dans le domaine de la solidarité. On a, je dirais, une vingtaine d'associations qui sont directement concernées par ce qui se passe sur place et qui apportent à différents niveaux leurs aides, que ce soit la chaîne de l'espoir notamment, que ce soit d'autres associations dont bien évidemment le nom m'échappe aujourd'hui. Oui, on a pas mal d'associations qui travaillent également pour l'aide aux migrants, l'aide aux réfugiés, et ce sont des associations qui aujourd'hui, malheureusement, ont énormément de besoins et on est ravis de montrer que nous pouvons les aider. Parfait, donc bravo pour ça. Michel, vraiment un grand merci pour ce partage, pour le fait d'avoir expliqué un petit peu qu'on pouvait voyager autrement. Peut-être qu'avant de terminer, il y a peut-être quelque chose que tu voulais rajouter et que je t'ai pas permis de dire.
Alors, non, tu ne l'as pas permis, mais c'est quelque chose que j'ai un petit peu tendance à oublier et c'est gentil à toi de me redonner la parole. Le voyage a eu une période extrêmement compliquée et malheureusement, on n'en est pas encore sorti. Il y a eu, je dirais, la pandémie de la Covid-19 qui nous a un petit peu retardé dans notre développement. Et puis là, maintenant, il y a ce fameux conflit en Ukraine. Et au moment où on était, il faut le dire, hein, avec une activité absolument zéro, il nous est venu l'idée de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les gens étaient si intéressés par l'empreinte qu'ils allaient laisser dans le pays. On parle de tourisme responsable par rapport à l'empreinte qu'on peut laisser, mais pourquoi ils étaient aussi peu concernés par leur destination. Est-ce que finalement une destination doit simplement se résumer à quelques photos de belles plages, à deux, trois monuments et puis deux, trois sourires d'enfants et ça y est, on a l'impression d'avoir tout vu. Est-ce que la présentation d'un pays doit simplement se limiter à sa superficie, sa population, sa monnaie locale, quelle prise de courant est-ce que je dois emmener et combien coûte un verre de Coca-Cola dans tel et tel endroit. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait faire de plus. Et on a eu l'idée de créer un outil qui s'appelle le Travel Score, qui pourrait presque faire penser au Nutri-Score, hein, auquel nous sommes aujourd'hui habitués dès qu'on achète un aliment, quel qu'il soit. Et en fait, le Travel Score passe au crible l'ensemble des destinations, et principalement celles sur lesquelles nous travaillons, à travers trois cribles, enfin trois critères. Le premier critère, c'est une notion d'éloignement pour des gens qui seraient sensibles à, par exemple, l'impact environnemental, quel est l'effet de mon voyage sur la couche d'ozone. Bah, on dit, voilà, de tel endroit à tel endroit, ça représente tant d'heures de vol. Et puis, on s'est dit, bah, finalement, on est quand même très impliqué par tout ce qui touche à l'environnement, c'est le principe même d'une empreinte, et il serait quand même intéressant de voir quelle est l'empreinte, la position du pays par rapport à une politique environnementale saine. Et par l'intermédiaire de l'université de Yale aux États-Unis, qui publie un indice annuel, on a pu cribler l'ensemble des pays sur tout un ensemble de critères. Et puis, il y a une troisième notion, qui est une notion qui devient de plus en plus importante, c'est la notion, je dirais, de liberté humaine, qui s'adresse aussi bien aux droits humains que les libertés économiques par rapport à la manière dont un pays est géré. Et en fait, nous avons, avec des data scientists, des ingénieurs, profiter de ce qui était malheureusement une période de disette, une période de jachère, c'est-à-dire qui correspondait en fait aux 3 premiers mois de la pandémie, pour lancer un indice qui s'appelle le Travel Score. Le Travel Score note deux choses. D'une part, sur une note de 50, quelle est l'empreinte environnementale, l'empreinte des libertés individuelles et la distance de chacun des pays. Et nous avons demandé également à chacun de nos partenaires locaux de noter sur 50 l'empreinte, je dirais, humaine, environnementale de chacun des voyages qui sont proposés. Les 50 plus les 50, ça fait une note sur 100. Chaque client peut aujourd'hui noter sur 100 le voyage qu'il va faire. Est-ce qu'il va le faire dans un pays qui est vertueux? Est-ce que le voyage qu'il va se proposer de faire est un voyage qui est plutôt dans le bon sens, à savoir que c'est un voyage qui va permettre de faire travailler les communautés locales, c'est un voyage qui va proposer des offres d'hébergement, de restauration authentiques. Est-ce que c'est un voyage qui va permettre d'aller à la rencontre de différentes personnes, de participer à des événements qui sont des événements très locaux? Ou est-ce que c'est un voyage qui finalement est à l'encontre et à l'inverse de tout ça? On ne porte pas de jugement. On dit simplement, plus le voyage est vertueux et plus on a envie de vous remercier. Et pour vous remercier, on va faire en sorte que cette note Travel Score soit équivalente à une réduction qui va s'appliquer sur les frais de dossier. Et donc, plus votre voyage est vertueux, plus vous êtes dans un pays qui est vertueux, et moins vous payez de frais de dossier. Dans certains cas, les frais de dossier qui sont en théorie de 100 € par dossier, quel que soit le nombre de personnes, la destination, la durée du séjour, peuvent se limiter à une dizaine d'euros simplement. Parce que c'est un choix que nous avons fait de rendre la chose vertueuse, contrairement à aujourd'hui, quand vous achetez un appareil électroménager, quelle que soit l'utilisation que vous allez en faire par la suite et la manière dont vous allez le recycler, vous payez à la base un coût qui est le coût du recyclage. Même si c'est un appareil que vous allez garder toute votre vie, vous devez quand même payer pour le fait de le recycler. Nous, on a préféré prendre les devants et dire, voilà,
plus votre voyage sera vertueux et plus vous serez récompensé. Voilà, c'est vrai qu'on ne fonctionne pas tout à fait comme tout le monde, mais avec nous, il faudra s'habituer. Mais l'idée est très bonne et merci de l'avoir partagée parce qu'effectivement, on est aussi dans une société qui aime bien ce côté évaluation, notation. Et si ça a en plus un impact positif pour la personne, elle va encore plus jouer le jeu. Donc bravo pour ce que vous avez mis en place. C'est une très bonne initiative. Écoute Michel, vraiment merci d'avoir partagé. Je ne manquerai pas de garder un œil sur Solidaire et surtout, en retour, moi ce que je te propose, c'est de ne pas hésiter à dire aux associations qui sont partenaires de Solidaire que le micro du podcast est ouvert et qu'ils peuvent venir à n'importe quel moment me solliciter pour pouvoir parler et expliquer ce que fait l'association, puisque à partir du moment où elle défend une cause valable, moi j'ouvre mon micro et je partage pour faire une mise en lumière dont tu parlais tout à l'heure. Écoute, je crois que la chose la plus simple va être dès que nous serons en possession de ce podcast, on leur enverra et on leur passera tes coordonnées et on leur dira à quel point ça peut être intéressant à la fois pour eux, mais également surtout pour tes auditeurs que je salue et que j'espère retrouver un jour par l'intermédiaire de nos différents voyages. Et je les incite encore une fois à s'impliquer dans la vie associative. On peut s'impliquer de différentes manières, soit en donnant du temps, soit en apportant des compétences, ou quand on n'a malheureusement ni l'un et pas forcément l'autre, il faut pouvoir contribuer de l'autre manière. C'est ce que nous essayons de faire en ce qui nous concerne. Génial. Merci Michel et j'ai envie de dire bon voyage. Merci beaucoup Frédéric et plein de succès. Et encore une fois, merci pour ton émission et on adore l'initiative et on pense qu'il en faudrait beaucoup plus comme ça. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Très bonne continuation. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Michel et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast ? Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien.